je me présente, je suis Marie-Madeleine Sabi, directrice de Médiate Rhône-Alpes, qui est le centre régional de formation aux carrières des bibliothèques. Et nous sommes heureux de vous accueillir en ligne avec notre collègue Valériane Mange de la métropole de Grenoble et qui se présentera juste après. Médiate Rhône-Alpes est le centre régional de formation aux carrières des bibliothèques de la région enfin, de l'ancienne région Rhône-Alpes. Donc, nous sommes rattachés à l'université de Grenoble-Alpes et nous avons un site à Lyon. Donc, nous couvrons ainsi toute la région où il y a beaucoup de bibliothécaires et nous desservons en priorité, bien sûr, les collègues de la région, bibliothèque territoriale ou bibliothèque des universités. Nous sommes un centre régional chargé de la formation tout au long de la vie euh, pour les professionnels du livre et de la documentation et des bibliothèques. Nous assurons aussi des préparations concours et toutes filières confondues. Et puis, voilà, nous vous proposons régulièrement des conférences telles que celle d'aujourd'hui, qui est ce que l'on appelle un jeudi du livre, que nous proposons en partenariat avec une bibliothèque ou un réseau de bibliothèques de notre région. Et c'est vraiment à l'initiative justement des collègues des bibliothèques. Nous sommes, voilà, le rôle de Médiate, c'est d'accompagner la construction de la journée d'études, euh, de, de prendre en charge aussi les frais, hein, et nous avons pour cela un soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est voilà, un partenariat qui est aussi un partenariat avec le ministère de la Culture et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, sur ce jeudi du livre, sur la thématique, je vais laisser la parole à Valériane. Bonjour, merci Merci. Marie-Madeleine. Bonjour, donc moi je m'appelle Valériane Mange, je travaille comme chef de projet lecture publique pour Grenoble-Alpes Métropole. Et en deux mots, donc la métropole, elle a une compétence sur le déploiement et l'animation du réseau métropolitain de lecture publique. Donc ça passe par deux choses, le déploiement, enfin le développement de la bibliothèque numérique, la numothèque, et puis l'animation du réseau de lecture publique. Et cette animation, elle passe notamment par le fait de proposer des rencontres professionnelles. Donc comme aujourd'hui, où j'ai saisi l'opportunité offerte par Mediate de pouvoir collaborer avec eux pour proposer une thématique sur le jeudi du livre. Donc cette thématique sur le cinéma documentaire, elle est cette envie d'avoir plus d'informations, de connaissances là-dessus. Elle est née suite à la première participation de la métropole et puis de trois bibliothèques communales qui participent au réseau, les bibliothèques de Grenoble, des Bains et de Clay, qui ont participé avec la métropole au prix du public Les Yeux d'Oc l'année dernière pour la première fois. Marion Caro, notre deuxième intervenante, nous en dira plus ensuite. Mais voilà, donc c'est de cette première participation l'année dernière dont cette idée de cinéma, de travailler sur le cinéma documentaire est venue. Pour cette deuxième intervention, nous accueillons donc Marion Caro, chargée de coopération Les Yeux d'Oc à la Bibliothèque publique d'information, et donc dont l'intervention sera plus centrée sur le cinéma documentaire, la relation du cinéma documentaire et des bibliothèques. Du coup, je vous laisse la parole, Marion. Merci, bonjour à tout le monde et puis merci à Christophe pour cette première intervention déjà qui a permis de cadrer, de décrire ce qu'était le documentaire de création pour qu'on puisse effectivement passer à des aspects beaucoup plus concrets dans une deuxième partie de matinée. Ce que je vais faire effectivement pendant cette présentation, c'est de partir du catalogue et des services qu'on peut proposer aux yeux doc. Vous expliquer aussi un petit peu évidemment ce que c'est que cette plateforme de cinéma documentaire pour avoir une approche un peu plus large de pourquoi et comment en fait diffuser le cinéma documentaire et plus spécifiquement le cinéma documentaire de création en bibliothèque. Euh, pour commencer, peut-être quelques rappels sur la place du cinéma documentaire dans les collections des bibliothèques.
Les documents audiovisuels au sens large, ils font partie intégrante des collections des bibliothèques territoriales depuis à peu près le début des années 80 et ça a été formalisé pour la première fois dans la loi Robert en 2021, hein, ces documents font partie des collections au même titre que les livres et que les objets, les documents sonores par exemple. Plus précisément, le cinéma documentaire, comme le disait Christophe, hein, il figure une relation au monde, c'est une ouverture sur le monde, c'est une base artistique de connaissance du monde. Et en cela, il répond aux missions des bibliothèques concernant l'accès à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et au loisir, mais aussi concernant l'exercice des droits culturels, hein. Visionner un film, encore plus quand c'est dans le cadre d'une projection, avec un débat, avec des échanges, c'est aussi prendre part à la vie culturelle de la communauté, c'est profiter d'une œuvre d'art, c'est réfléchir individuellement ou collectivement à certaines questions qui sont liées à la vie de la cité, donc c'est aussi lié à l'exercice des droits culturels. Et encore plus spécifiquement, le documentaire de création, donc celui dont a parlé Christophe, celui qui a toujours à chaque œuvre de nouvelles singularités formelles, de nouvelles singularités de point de vue, et qui a aussi une diffusion souvent confidentielle, qui est parfois confinée à des circuits de festivals ou de bibliothèque, justement, il a une place particulière en bibliothèque parce que diffuser ce type de cinéma, ça répond à l'incitation au pluralisme des idées et des opinions, mais aussi au pluralisme des collections qui sont elles aussi édictées dans la loi Robert, au même titre, par exemple, que de proposer au public de l'édition indépendante. C'est un petit peu dans la même veine. Donc, tout ça pour dire que le cinéma documentaire de création a évidemment toute sa place en bibliothèque, mais que même au-delà de ça, les bibliothèques sont des lieux de diffusion privilégiés en fait pour ce type de cinéma. Voilà pour la petite introduction. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il en reste pas moins que, en tant que médiathécaire, on peut avoir une petite appréhension face à ce genre, hein, qu'on peut considérer parfois difficile à comprendre ou à s'approprier quand on n'est pas extrêmement cinéphile, qu'on peut aussi estimer difficile à faire connaître et à partager avec ses usagers et ses usagères. Donc, moi, l'objet de mon intervention, c'est d'essayer de vous montrer que, d'une part, il n'est pas nécessaire d'être extrêmement cinéphile, d'avoir une connaissance du genre pour aborder le cinéma documentaire avec le public des bibliothèques, qui a aussi plein de voies d'entrée très différentes, hein, qui ne nécessitent pas forcément d'être formé non plus à l'analyse de films, d'avoir des compétences très spécifiques. Et puis surtout que, en fin de compte, le cinéma documentaire, c'est un outil en bibliothèque qui est fédérateur entre les usagers et les usagères, mais c'est aussi un outil qui est fédérateur entre les usagers et les usagères et vous, bibliothécaires. Pour vous en convaincre, je vais développer 3 aspects plus spécifiques de la place du documentaire en bibliothèque. En première partie de mon intervention, je vais évoquer un petit peu les offres sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour alimenter vos fonds de cinéma documentaire en bibliothèque. Ensuite, assez rapidement, je parlerai de la question de la visibilité des collections documentaires. Quand je dis documentaire, évidemment, pour moi, c'est de cinéma documentaire. En particulier quand elles se présentent sous forme dématérialisée, hein, comme c'est le cas pour nous avec les yeux doc. Et puis, un peu plus longuement, je m'arrêterai sur quelques voies de médiation qu'il est possible d'emprunter pour partager le cinéma documentaire avec ses publics. Donc, pour commencer, de quoi est-ce qu'on parle quand on évoque les films documentaires disponibles en bibliothèque? Qu'est-ce qui différencie une offre d'une autre? Autrement dit, sur quels aspects, en tant que médiathécaire, on peut s'appuyer pour choisir son ou ses fournisseurs de cinéma documentaire? Alors, évidemment, la question du prix est une question centrale sur laquelle je ne vais pas m'étendre en particulier, puisque ce n'est pas mon rôle et que je suis de parti pris. Je voudrais juste indiquer sur cette question de prix, pour les personnes qui ne le sauraient pas, qu'il y a parmi d'autres ressources numériques, plusieurs ressources sur le cinéma qui sont évaluées, qui sont référencées par la Mission nationale ressources numériques, qui est coordonnée par la Bibliothèque publique d'information, qui était anciennement coordonnée par l'association Réseau Carrel. Vous avez sur mon support, vous avez l'URL qui vous permet de retrouver les références qui sont dans le catalogue de la mission ressources numériques. Ces ressources, elles sont évaluées sur la base de leur catalogue, de leurs conditions d'accès, de leur accessibilité.
Mais la mission ressources numériques, comme anciennement Réseau Carrel, elle effectue aussi des concertations tarifaires sur ces ressources spécifiques qui permet généralement de les rendre un peu plus abordables. Les ressources, vous verrez dans le catalogue, mais les ressources de cinéma qui sont cataloguées par la mission ressources numériques, ce sont Les Yeux Doc, Médiathèque numérique, Ma Petite Médiathèque, donc Médiathèque numérique, Ma Petite Médiathèque, c'est Arte, les offres de l'ADAV et Film Friend, qui est une plateforme qui est un peu plus récente que les autres. Ceci étant dit, sur la question du prix, il y a d'autres considérations un petit peu générales sur les offres de cinéma documentaire en bibliothèque. Elles sont fondées dans leur immense majorité, sinon dans leur totalité, sur des droits non exclusifs. Donc, c'est possible de retrouver certains films en commun d'une offre à l'autre. Et donc, la question de la complémentarité des catalogues, c'est un aspect à prendre en compte lorsqu'on choisit de souscrire à plusieurs offres, même s'il y a une question de complémentarité des supports aussi entre, par exemple, du DVD et de l'offre numérique qui peut se poser. Par ailleurs, les films sortis au cinéma spécifiquement en exploitation commerciale sont disponibles sur les différentes offres en fonction de la chronologie des médias. Pour rappel, avec la réglementation sur la chronologie des médias, il y a des fenêtres de diffusion qui sont différentes pour chaque canal. D'abord, les films donc, sortent au cinéma. Ensuite, 4 mois après leur sortie au cinéma, ils sont autorisés à sortir en DVD ou en vidéo à la demande à l'acte, donc quand on paye film à film. Puis ensuite, en VAD par abonnement sur les chaînes spécialisées, sur les plateformes, à des échelles différentes de temps, notamment en fonction du montant de la contribution des acteurs au financement du cinéma français. Par exemple, Canal+, qui est un gros financeur du cinéma français, peut diffuser les films 6 mois après leur sortie en salle. Disney+ peut les diffuser 9 mois, Netflix, c'est 15 mois maintenant. Les chaînes généralistes, c'est 22 mois après la sortie en salle. En ce qui concerne les yeux doc, et je suppose que ça doit être le cas pour les autres plateformes spécialisées dans le cinéma documentaire, on peut diffuser les films sortis en salle 12 mois après leur sortie en salle, parce qu'on bénéficie d'une dérogation au sein de cette chronologie des médias qui est propre aux films documentaires avec un budget de moins de 1,5 million d'euros. Donc une dérogation qui nous permet de diffuser des films un peu plus tôt que d'autres plateformes de vidéo à la demande par abonnement. Et donc, par ailleurs, évidemment, les offres qui proposent du cinéma, et à plus forte raison du cinéma documentaire en bibliothèque, proposent des films qui sont sortis au cinéma, mais pas seulement. Loin de là, il y a aussi des films qui peuvent être passés à la télévision, des films uniquement diffusés en festival. Donc, en fonction de l'offre souscrite, pardon, il y a un vrai choix de politique documentaire qui s'opère pour vous, hein. Les questions à se poser, c'est notamment, est-ce qu'on privilégie la mise à disposition d'un catalogue qui est plutôt grand public, avec des œuvres qui seront potentiellement disponibles sur d'autres supports, que ce soit en DVD ou en VAD hors bibliothèque, en VAD commercial, que ce soit en replay à la télévision, ou est-ce qu'on vise à faire découvrir des films qui sont plus confidentiels parfois? La question qui est corollaire, c'est quels usages en fait on va faire de ce catalogue. Est-ce qu'il est plutôt destiné à des visionnages individuels dans les espaces de la bibliothèque, à des visionnages à distance par les usagers et les usagères? Est-ce qu'il est destiné plutôt à de la projection? Est-ce qu'il est destiné à tout ça à la fois? Voilà, parce que l'attractivité qu'on va demander à un catalogue et sa découvrabilité, notamment la place à faire à la recommandation de votre part auprès des usagers, vont être différentes en fonction des films que contiendront le catalogue. Et puis, évidemment, la dernière question à se poser, c'est est-ce qu'on privilégie un genre, documentaire, fiction, captation, animation, plutôt qu'un autre dans l'offre les offres auxquelles on va souscrire. Donc, pour effectuer ces choix-là, il faut regarder les offres dans leur ensemble, évidemment. Parmi les offres auxquelles les bibliothèques peuvent s'abonner, il y a 3 grandes offres qui proposent exclusivement du documentaire. Les yeux doc, évidemment. Il y a aussi Images de la culture et Tenk. Donc, les yeux doc, pour vous présenter un peu plus globalement ce que c'est que cette plateforme, c'est donc une plateforme publique de cinéma documentaire qui est gérée donc, par la Bibliothèque publique d'information, qui est destinée uniquement aux bibliothèques françaises recevant du public, qui est uniquement en vidéo à la demande par abonnement, donc une offre en ligne avec un nombre de visionnages illimité pour les professionnels, pour le public, qui ouvre des droits à la projection sur l'ensemble du catalogue, et un abonnement qui, pour faire simple, dépend du nombre d'usagers et d'usagères dans l'établissement.
C'est une plateforme qui contient à peu près 480, un peu plus de 480 films à l'heure actuelle, qui propose une quarantaine de nouveautés par an. En grande partie des films qui sont labellisés par Images en bibliothèque, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et qui propose aussi des éditorialisations, donc des sélections thématiques, des fiches analytiques pour chaque film, et aussi des services. Donc, on coordonne le prix du public Les Yeux Doc chaque année. On organise une journée professionnelle de réseau pour échanger sur nos pratiques autour du cinéma documentaire. On est partenaire d'Images en bibliothèque, donc on fait des propositions pour le mois du doc aussi, et on accompagne évidemment les abonnés au quotidien. Voilà pour ce que c'est que Les Yeux Doc. Le deuxième gros catalogue qui propose exclusivement du documentaire, c'est Images de la culture, qui est aussi un catalogue public qui était géré avant par le CNC et qui maintenant est coordonné par le groupement d'intérêt public Cinémathèque du documentaire, qui là propose à la fois des visionnages en ligne, mais aussi de la vente de DVD, de la vente de fichiers à l'unité. Donc, c'est une offre qui est plus multiforme et qui n'est pas spécifique aux bibliothèques. C'est-à-dire que c'est la cible, c'est toutes les structures institutionnelles ou associatives, donc non commerciales, qui mènent une action culturelle en contact direct avec le public. Donc, ça peut être aussi bien les bibliothèques que les établissements scolaires, des festivals, des associations, des établissements pénitentiaires. Voilà, c'est plus large que ça. Le catalogue, il a environ 1500 films à l'heure actuelle, me semble-t-il, dont une partie aussi sont des films qui sont labellisés par Images en bibliothèque, et puis aussi des films qui obtiennent certains prix spécifiques dans des festivals de cinéma documentaire. Et vous trouverez aussi sur Images de la culture des sélections thématiques pour vous aider à accompagner des programmations. Je passe assez vite, mais les droits de diffusion sont un peu plus différenciés et que sur les yeux doc, il y a un accès différencié entre professionnels et publics. Il y a un nombre limité de programmations par an et les droits sont différents évidemment entre plateformes en ligne, DVD et fichiers sur clé USB pour des projections. Et la troisième grande plateforme de cinéma documentaire à laquelle ont accès les bibliothèques, c'est Tenk, que Christophe connaît, je pense, mieux que les autres, parce qu'elle elle est aussi basée à l'USAS, qui est donc une coopérative qui a à la fois pour public cible des particuliers à travers des abonnements individuels et aussi l'ensemble des établissements scolaires et culturels. La politique de programmation de Tenk, elle est assez différente des autres, puisque ce sont des sélections qui sont faites par des programmateurs, des programmatrices professionnelles qui proposent à chaque fois des sélections pour une durée de 2 mois à raison de 6 nouveaux films disponibles par semaine, ce qui fait qu'il y a environ 70 films qui sont disponibles simultanément sur la plateforme et qu'il y a un roulement qui est très régulier, en fait, des films disponibles sur la plateforme. Et la plupart des films sont disponibles uniquement pour un visionnage individuel. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles pour la projection grâce à un partenariat avec l'ADAV, mais c'est une portion relativement restreinte du catalogue. Et il y a plusieurs modalités d'abonnement aussi à Tenk. C'est soit par nombre de comptes créés dans l'établissement abonné. Donc, plus il y a comptes créés, plus le coût de l'abonnement augmente. Soit, comme on fait nous, par nombre d'usagers dans l'établissement. Voilà pour une présentation des offres un peu spécialisées. Après, il y a d'autres offres qui proposent du documentaire au sein d'un catalogue plus vaste, qui est souvent d'ailleurs au sein d'un public qui n'est pas spécifiquement celui des bibliothèques, mais plutôt des publics d'établissements culturels un peu plus larges. Un des principaux catalogues, c'est Médiathèque numérique, qui est aussi une offre publique, qui est une offre qui est coordonnée par Arte, qui est une plateforme de vidéo à la demande, qui a effectivement pour cible les établissements culturels et qui propose tous les genres, du documentaire, de la fiction, de l'animation, du spectacle vivant, de la captation de spectacle vivant, qui a un catalogue assez conséquent de plus de 10 000 films, qui propose aussi des sélections et des recommandations, notamment grâce à un partenariat avec la Cinétech, des recommandations faites par des cinéastes, et qui a des droits de diffusion qui sont différents entre le visionnage individuel et la projection. Le visionnage individuel, ça fonctionne par crédit, c'est-à-dire que l'établissement achète un certain nombre de crédits chaque année et chaque visionnage coûte 1 ou 2 crédits. Il y a un nombre de projections qui est limité par an. Et puis, un droit de projection qui ne concerne pas l'ensemble des films du catalogue. Je pense notamment pour des questions de chronologie des médias, d'ailleurs.
Et Arte Médiathèque propose médiathèque numérique et aussi ma petite médiathèque sur laquelle je ne m'arrête pas spécifiquement, qui est une offre jeune public, qui n'est pas uniquement une offre audiovisuelle. Il y a aussi dans les offres avec un catalogue moins spécialisé, mais quand même très tourné vers le documentaire l'ADAV, qui est une centrale audiovisuelle d'achat à destination des bibliothèques, une centrale historique, la première, qui propose quand même 50% de documentaires à peu près dans son catalogue, donc c'est une part assez importante. Et qui est donc là, dans ce cas, une centrale d'achat. Donc, c'est une centrale d'achat de titres, que ce soit dématérialisé pour consultation sur place ou pour projection, qui propose aussi ces différentes offres, la DAV, mais vous devez déjà, j'imagine, le connaître, qui propose aussi des DVD, qui propose de la location uniquement pour de la projection, qui propose aussi des animations culturelles et éducatives clés en main pour accompagner les projections, et qui, n'étant pas une offre par abonnement, mais une centrale d'achat, en fait, a un catalogue beaucoup plus large, qui est un catalogue d'à peu près 16 000 titres. Et puis, il y a aussi, donc la DAF, c'est une association. Et il y a aussi des offres commerciales privées sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter spécifiquement pour que ma présentation ne soit pas juste un grand catalogue, que vous devez connaître également, qui sont CVS, Colaco, qu'est-ce que j'ai noté, RDM Vidéo, FilmFriend, qui ont généralement des catalogues assez vastes, qui ne sont pas destinés uniquement aux bibliothèques pour plusieurs de ces offres, et qui ne sont pas uniquement des offres de cinéma et d'audiovisuel. Souvent, il y a aussi sur ces offres-là de la musique, du livre numérique, d'autres ressources numériques aussi. Donc, ça permet de souscrire à des abonnements plus larges au sein des établissements. Et donc, ce ne sont pas des offres spécialisées, notamment en termes d'accompagnement, même s'ils proposent souvent aussi des services clés en main, qui sont aussi des services onéreux dans ce cadre-là. Et je rajouterais à toutes ces offres la Cinémathèque de Bretagne aussi, qui est une association pour le coup, qui est très spécifique puisque elle propose des films du patrimoine cinématographique audiovisuel de Bretagne, mais qui a un abonnement à destination des bibliothèques et qui a un catalogue qui a plus de 5000 films, donc un assez gros catalogue de films. Voilà, pour le côté un peu catalogue, ce qu'on peut... Hop, je me suis... Voilà. Ce qu'on peut retenir de ce panorama, je pense, c'est qu'il y a 4 enjeux principaux pour parvenir à mettre à disposition du public des films, à plus forte raison des films documentaires, dans une bibliothèque. Les 2 premiers enjeux, c'est qu'il y ait un accès facile aux films et qu'il y ait plusieurs usages possibles. Alors, je prends évidemment l'exemple des yeux d'oc, mais il y a d'autres catalogues qui ont évidemment de grande qualité aussi. Nous, nos films, par exemple, ils sont tous accessibles, soit quand vous êtes abonné aux yeux d'oc, soit directement sur le portail de la bibliothèque, soit sur la plateforme. Et ils sont tous téléchargeables sur un lecteur dédié pour être accessibles hors connexion. Et puis, nos abonnements, ils couvrent l'ensemble des droits de diffusion non commerciale dans l'emprise de la bibliothèque sur l'ensemble des films du catalogue, hors redevance SACEM, parce qu'on ne peut jamais inclure la redevance SACEM dans les abonnements pour des questions de droits différents. Donc, nos abonnements, ils couvrent pour tous les films le visionnage sur des postes individuels, dans l'enceinte de la bibliothèque ou à distance, et un nombre illimité de projections. Et le fait d'avoir ces abonnements comme ça, d'avoir une enveloppe globale d'abonnements qui ne soit pas évolutive en fonction des crédits consommés, par exemple, c'est une façon d'optimiser ses dépenses et potentiellement de flécher une partie de son budget, comme on a un budget prévisionnel, pas forcément vers des frais de diffusion, mais plutôt dans la médiation, qui va être un aspect très important de la diffusion du cinéma. Par exemple, pour faire venir des intervenants, des intervenantes pour accompagner des médiations ou pour acheter du petit matériel si on veut organiser des ateliers. Et ça, c'est le troisième enjeu, je pense, pour moi, d'une offre de cinéma documentaire en bibliothèque, c'est que c'est une offre qui ne doit pas se limiter à un catalogue de films, mais qui doit aussi offrir des outils et des services pour accompagner la diffusion des films auprès du public. Parce qu'avec le cinéma documentaire, on a souvent affaire à des œuvres qui sont relativement confidentielles. Et donc, il faut augmenter, il faut alimenter leur valorisation, leur découvrabilité auprès du public. Et puis, le quatrième enjeu qui découle de tout ça, c'est évidemment de proposer un catalogue de qualité, mais se demander ce que c'est qu'un catalogue de qualité, donc d'avoir un catalogue qui soit pensé spécifiquement pour ses usages en bibliothèque.
Je peux vous donner un exemple pour les yeux d'oc, par exemple, c'est que on privilégie des droits de diffusion qui sont acquis pour un temps assez long. Nous, nos droits de diffusion, ils sont acquis généralement pour 10 ans, sauf dans des cadres très spécifiques de collections partenaires. Et cette durée des droits qui est assez longue, en fait, elle laisse le temps de s'approprier le catalogue, de connaître le catalogue, d'organiser ces médiations. Donc, elle est faite pour que les films soient vus, pour que les films soient découverts et pour que vous, en tant que bibliothécaire, vous puissiez accompagner la découverte des films auprès de votre public. Et si on est en mesure, nous, d'opérer ce type de choix spécifique pour les yeux doc, c'est parce qu'on est aussi un catalogue qui est fait par des bibliothécaires. Ça, je vais vous expliquer, je vais faire un petit détour pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est fait par des bibliothécaires, qui va me permettre de mettre en lumière justement des problématiques, des questions sur ce qu'est un catalogue de cinéma documentaire spécifiquement fait pour ces usages en bibliothèque. Alors, pour vous expliquer comment notre catalogue aux yeux doc il est alimenté, il faut d'abord que je fasse un petit peu d'histoire, puisque en fait, les yeux doc, c'est une plateforme qui accueille le catalogue national de films documentaires. Le catalogue national de films documentaires, il a été créé en 1978 par le ministère de la Culture. Dès le départ, c'est un catalogue qui est fait pour les bibliothèques. L'objectif du ministère de la Culture à ce moment-là, c'est, je cite, de mettre à disposition des bibliothèques françaises une documentation audiovisuelle inédite, vivante et de qualité sur l'homme et le monde. Donc, ce catalogue a été mis en place et animé par la mission de l'audiovisuel du ministère de la Culture pendant un certain temps. Et en 2005, il a été confié à la Bibliothèque publique d'information. Alors, pourquoi le confier à la BPI ? Parce que une des missions nationales confiées à la BPI par le ministère de la Culture, à nouveau, dès l'ouverture de la BPI en 1977, c'était justement la diffusion du cinéma documentaire en bibliothèque. C'est une mission qui s'est immédiatement déclinée sous plusieurs formes. C'est notamment la BPI qui coordonne le festival Cinéma du réel depuis sa création, donc sa première édition en 1978. Le Cinéma du réel, c'est un des plus grands festivals de cinéma documentaire en France. Et puis la BPI a aussi eu un rôle pionnier, un rôle d'expérimentation dans la consultation de films dans les espaces, avec une offre spécifiquement documentaire. Dès son ouverture, elle a proposé aux lecteurs et aux lectrices un catalogue de 800 films en format humatique à l'époque, qui était consultable sur 14 appareils dans les espaces de la bibliothèque. Et c'est à partir de cette expérimentation à la BPI que la consultation de films dans l'emprise des bibliothèques a été étendue à d'autres établissements par la direction du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Donc voilà, la diffusion du cinéma documentaire, c'est une mission historique de la BPI et ça l'est encore aujourd'hui. C'est une de nos missions nationales. On rendait compte au ministère sur cette mission-là. Et donc, c'est pour ça que le catalogue national de films documentaires a été confié à la BPI en 2005. Il s'est d'abord décliné sous forme physique, évidemment, sous forme de cassette, sous forme de DVD. Et en 2016, les films du catalogue ont été dématérialisés pour être intégrés à une plateforme, cette plateforme étant les yeux doc. Du fait de cette mission propre à la BPI, ce que je vous disais, c'est que donc les quasiment 500 films documentaires du catalogue sont sélectionnés pour leur intérêt pour les bibliothèques, mais aussi par des bibliothécaires, parce que c'est fait par nous, mais aussi parce que, comme je l'ai évoqué rapidement, les films qui sont disponibles sur les yeux doc, ce sont principalement, en grande partie, des films documentaires qui sont labellisés par l'association Images en bibliothèque. Ce qui est également le cas d'une partie du catalogue d'Images de la Culture et d'une partie des films disponibles via la DAV. Et c'est signalé à chaque fois sur les plateformes, donc vous pouvez retrouver ces films. La labellisation Images en bibliothèque, qu'est-ce que c'est ? Donc chaque année, il y a à peu près 350 films qui demandent à être labellisés auprès d'Images en bibliothèque, et donc une association de valorisation du cinéma documentaire en bibliothèque que vous devez connaître, j'imagine. Et pour résumer un petit peu les choses, au cours de l'année, il y a un comité de bibliothécaires qui se réunit plusieurs fois par an avec les membres qui tournent en fonction de chaque commission pour décider auquel de ces 350 films attribuer un label.
Et pour attribuer un label au film, chaque commission, constituée par des bibliothécaires qui viennent de l'ensemble de France, fonde son choix à la fois sur la qualité intrinsèque des films, mais sur l'intérêt de leur donner une place potentielle dans une collection de bibliothèques. Et les commissions cherchent à valoriser plutôt le documentaire de création. Au final, chaque année, il y a entre 100 et 120 films qui sont labellisés, donc à peu près un tiers des films qui en avaient fait la demande. Et une fois labellisés, donc les films sont achetés ou mis à disposition dans les 3 catalogues publics partenaires d'images en bibliothèque. Nous, aux Yeux d'Oc, on en achète à peu près 20 par an. Images de la culture, ils en achètent une dizaine par an. Et les autres films qui ont été labellisés, qui n'ont pas été achetés par les Yeux d'Oc ou par Images de la culture, sont intégrés au catalogue de la DAV. Il y a un représentant ou une représentante des Yeux d'Oc qui participe à chaque commission de labellisation d'images en bibliothèque. Et une fois les films labellisés par ces commissions nationales, on se réunit, nous, en interne, pour décider, parmi ces films labellisés, lesquels vont intégrer notre catalogue, lesquels on acquiert donc pour une durée de 10 ans. Ce qu'on peut se dire ici, c'est que donc, en ce qui concerne les Yeux d'Oc, mais c'est aussi valable pour les autres plateformes que j'ai pu citer qui labellisent les films qui acquièrent des films labellisés par image en bibliothèque. Un des enjeux, c'est de se dire que même si on est des plateformes de VAD ou d'achat au titre, de VAD en l'occurrence, quand on est une plateforme VAD, on propose un fonds préconstitué. Et en même temps, en passant par cette labellisation notamment, l'enjeu, c'est d'essayer de ne pas se substituer en fait aux bibliothèques dans la constitution d'une collection vidéo, mais plutôt de construire, dans la mesure du possible, une politique documentaire commune, ou en tout cas une politique documentaire qui soit fondée sur une forme de consensus professionnel sur la qualité et sur la pertinence du catalogue, eu égard à ses usages spécifiques aux bibliothèques. Et donc, pour ce faire, on se pose des questions en commission qui concernent à la fois le public des bibliothécaires et celui des usagers et des usagères. Et on se pose des questions qui s'appliquent à la fois à la forme du film, à chaque fois, à son sujet, et à la faisabilité des médiations qui pourraient l'accompagner. Et d'ailleurs, souvent, ces 3 questions, elles se lient dans les discussions. Sur la forme du film, on se pose des questions telles que, alors des questions qui ont été évoquées par Christophe, qui sont fondamentales dans la création du cinéma documentaire. De quelle manière le ou la cinéaste s'engage dans son film, comment son point de vue il est perceptible dans la manière de cadrer, dans une voice-over, dans une présence à l'écran même. Quel point de vue le ou la cinéaste porte sur les personnages filmés. Est-ce qu'il y a un point de vue empathique? Est-ce qu'il y a un point de vue qui est voyeuriste? Est-ce qu'il établit une juste distance? On se demande aussi comment le récit est construit. Est-ce que c'est un récit qui est très efficace? Est-ce qu'il y a même du suspense? Est-ce qu'il y a des longueurs parfois? Est-ce que c'est un récit qui est méditatif? Est-ce qu'il y a des aspects qui ne sont pas traités ou qui sont problématiques dans la construction du récit? On se demande aussi, est-ce que le réel est respecté d'une certaine manière dans le film? C'est-à-dire que même si un film documentaire, c'est toujours une construction narrative, ça transforme le réel, effectivement, on se demande si on n'est pas face à des séquences qui ont été mises en scène à notre insu. Est-ce qu'on n'est pas face à des représentations qui sont fallacieuses? Est-ce qu'on n'est pas face à des thèses qui sont développées sans source pour les étayer? Globalement, on se demande si le traitement du réel, en fait, ça nous permet d'apprendre quelque chose sur le sujet, si les informations et la construction du récit, elles sont claires, intelligibles, et est-ce que ça suscite des émotions aussi chez nous. On se demande aussi, globalement, à quoi ressemble le film. Est-ce que le traitement de l'image et ou du son peut déstabiliser le public? Dans ce cas-là, comment évoquer ces aspects formels auprès du public s'il y a des aspects qui sont déstabilisants, expérimentaux, par exemple? Et on se demande si, globalement, le film a sa place dans un catalogue de bibliothèque. Il y a des films je parlais de films expérimentaux, il y a des films qui ont pu être laissés de côté parce qu'ils avaient des grandes qualités, mais que la commission a considéré qu'ils avaient davantage leur place dans une exposition au sein d'un musée, par exemple. La commission, elle pense aussi à l'implantation des bibliothèques. Par exemple, on porte une attention particulière à des films qui peuvent se dérouler en milieu rural, parce qu'on sait que les bibliothèques sont très implantées, sont des établissements publics de proximité en milieu ruraux. On se demande aussi si c'est facile de projeter le film en bibliothèque. Par exemple, nous, sur la plateforme, on essaie de ne pas acquérir des films qui soient trop longs,
avec quelques exceptions. Parfois, on ne peut pas s'empêcher. Il y en a qui sont très bons, mais on se dit que vous, collègues, vous aurez du mal à trouver des créneaux pour les projeter et que les conditions de projection ne seront pas réunies pour que le public apprécie un film qui dure 3 ou 4 heures, parfois dans des salles qui ne sont pas des salles, évidemment, des auditoriums faits pour des projections, expressément faits pour des projections de cinéma. Par exemple, cette année, il nous est arrivé de ne pas retenir un film parce qu'il se passait de nuit entièrement, dans une obscurité quasiment complète. L'image était très sombre et on s'est dit qu'il n'était pas possible d'apprécier le film en dehors d'une obscurité complète. Donc le film était très bon, mais on s'est dit qu'à projeter en bibliothèque ou à visionner dans des espaces de bibliothèque, ça allait être très compliqué. À l'inverse, il y a des films qui, si on considère qu'ils sont intéressants, hein, en plus, on se dit qu'ils sont attrayants, qui sont assez beaux et qui vont donner envie au public d'être vus et de découvrir d'autres formes, d'autres œuvres. Voilà, donc on se pose des questions à la fois assez formalistes et très pragmatiques, qui sont toutes importantes parce qu'elles participent à juger de la facilité avec laquelle le public pourra s'emparer des films, mais aussi de l'aisance avec laquelle vous, collègues, vous allez trouver des points d'entrée pour parler de ces films. Sur le sujet du film, on se pose des questions sur l'originalité du sujet, notamment parce qu'en tant que membre de commission, on voit beaucoup de films, donc on pense à des films qu'on a déjà pu voir, dont on sait qu'ils sont déjà dans divers catalogues. Donc, en quoi ce film apporte des nouveautés dans le sujet, le sujet qu'il aborde. On se pose des questions sur l'ouverture au monde et aux autres que le film peut susciter, ce qui permet de découvrir et d'apprendre, mais aussi en quoi il peut participer à créer du commun, à figurer une relation, parfois une rencontre, comme ce que disait Christophe, parfois en mettant en avant des formes d'altérité très fortes, parce que ça correspond aussi aux missions des bibliothèques et à ce qu'est le cinéma documentaire, je pense même plus globalement, effectivement. Sur le sujet, on se pose donc la question de la façon dont il est traité, en portant attention à ce que le discours ne soit pas problématique, ça j'en ai parlé. On se demande comment le sujet peut être reçu par le public et par conséquent, comment est-ce qu'il peut être porté par les collègues, parce qu'il y a des sujets qui sont parfois difficiles à prendre en main, des sujets qui sont sur la guerre, parfois d'actualité, des sujets liés à la drogue, à la prostitution, à la violence. Donc voilà, on se demande si on est face à ces sujets-là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être pris en main. Et j'en parlais rapidement, on se demande en quoi le sujet du film aussi correspond aux missions des bibliothèques. Je pense notamment à un film qu'on va acquérir et donc on a labellisé auparavant, qui se déroule dans un centre pénitentiaire. Mais en commission a été relevé le fait qu'il était important de mettre à disposition du public la parole de personnes, donc de détenus, qui sont par ailleurs largement invisibilisés dans la société et que les démarches envers les centres pénitentiaires font aussi partie des missions des bibliothèques. Donc ça nous a paru important d'intégrer ce film-là dans nos catalogues. Et puis enfin, les questions qu'on peut se poser sur les médiations, elles font appel à l'expérience des participants et des participantes de la commission, qui sont toutes et tous bibliothécaires. En fait, chacune se demande s'il programmerait le film dans sa médiathèque et puis dans quel cadre. Il y a certaines collègues qui organisent des rendez-vous réguliers, par exemple avec des publics spécifiques, parfois avec du jeune public ou avec des seniors, et qui pensent à ces publics spécifiques quand ils réfléchissent à la labellisation des films. Nous, quand on est en commission d'acquisition en interne aux yeux doc, on se demande aussi quel type d'intervenant, d'intervenante il serait possible d'inviter pour organiser une discussion à l'issue de la projection, que ce soit des intervenants, des intervenantes sur la forme du film ou sur son sujet. Et puis, dans les deux commissions, dans les deux cas, on se demande aussi si le film est disponible hors de la labellisation. Est-ce qu'il est déjà dans les collections DVD de certaines bibliothèques? Est-ce qu'il est déjà disponible sur d'autres plateformes? Donc, en quoi le labelliser, en quoi l'acquérir, le mettra davantage en contact avec un public qu'il ne l'est déjà. Voilà pour les questions qu'on peut se poser et que je me permets d'évoquer parce que je pense qu'elles donnent des clés aussi pour aborder les films derrière, une fois que les films sont dans les collections des bibliothèques. Et puis, une fois que les films sont au catalogue, évidemment, la première chose à faire pour les faire vivre, c'est de leur donner de la visibilité. Et là, la question qui se pose, en particulier quand il s'agit d'offres dématérialisées, c'est comment travailler sur cette visibilité
dans les bibliothèques. Alors, évidemment, c'est des questions qui ne se restreignent pas pour grande partie au cinéma documentaire, hein, c'est pour ça que je vais passer assez vite. C'est des questions qui touchent l'ensemble des ressources numériques. Mais j'en parle justement parce que c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que le documentaire, et à plus forte raison le documentaire de création, pour être valorisé, n'a pas forcément besoin d'un traitement spécifique, en fait. Il va bénéficier de compétences que vous avez déjà en termes de valorisation sur d'autres collections. Donc, vous avez déjà les compétences, en fait, pour valoriser le cinéma documentaire dans vos bibliothèques. Euh, Quand il s'agit de valorisation d'offres dématérialisées, évidemment, on parle de valorisation en ligne. La première question qui se pose, c'est quels sont les accès pour visionner les films? Est-ce que ce sont des films qui sont intégrés au portail de votre bibliothèque? Est-ce que ce sont des films auxquels les usagers et les usagères ont accès via une plateforme extérieure? Alors, si le portail renvoie vers une plateforme extérieure pour la consultation, évidemment, la question, c'est la visibilité de cette ressource, de cette plateforme sur le site, hein, combien de clics il faut depuis la page d'accueil pour arriver jusqu'à la plateforme, combien de temps il faut scroller pour trouver une page, est-ce que la ressource est visible, est-ce qu'elle est attractive, est-ce qu'elle est bien classée. Donc ça, c'est des questions qui ne sont pas du tout spécifiques au cinéma documentaire, donc je ne m'appesantis pas dessus. Je m'arrête un peu plus longuement sur le cas des films qui sont intégrés à votre catalogue, parce que là, il y a des questions de référencement qui sont assez cruciales. Nous, quand on intègre des films sur notre plateforme, on sait qu'une bonne partie de nos abonnés va moissonner nos données pour qu'elles soient directement affichées sur leur portail. Par conséquent, on travaille notamment, et je parle sous le contrôle de ma collègue Marina Miss, qui est normalement en ligne et puis qui s'occupe de cette partie. On travaille notamment sur des données d'indexation qui nous permettent d'apparaître non seulement dans les résultats par titre, mais aussi dans des résultats par sujet, dans des résultats par personne, dans des résultats par lieu, donc d'être bien référencé en fait dans votre catalogue et de permettre de découvrir le film par de nombreuses voies d'entrée, et donc pas seulement par une recherche par titre ou par personne d'ailleurs. Alors, la limite de cette intégration à votre catalogue, c'est que, en plus de ne pas avoir la main sur votre offre, vous n'avez pas la main sur la notice. L'avantage, c'est que vous disposez de notre notice et que notre notice, donc non seulement elle contient ces mots-clés, elle contient des informations techniques, mais elle contient aussi un résumé analytique pour chaque film, un résumé qu'on rédige nous-mêmes. C'est un travail collectif qu'on se répartit au sein de l'équipe des Yeux Doc. On est 4, on va dire, au sens large, à travailler sur les Yeux Doc, dont 3 à travailler à plein temps sur la plateforme. Et donc, on rédige ces fiches films nous-mêmes en réfléchissant à non seulement résumer le film, à l'analyser, mais aussi à vous donner des clés pour l'appréhender et des clés pour le partager avec vos publics. Et donc ça, c'est à disposition de vous, du public directement dans vos catalogues quand les films sont intégrés à votre catalogue. Et de fait, nous, cette fiche analytique, elle nous paraît très importante parce que une des clés pour donner de la visibilité à des collections de cinéma documentaire, c'est de les éditorialiser, c'est-à-dire de raconter des choses autour de ces ressources pour les faire vivre et pour les rendre attractives. Alors, éditorialiser, ça ne veut pas forcément dire écrire une critique pointue sur le film, hein. Éditorialiser sur le web, ça veut dire structurer des contenus pour les rendre visibles, pour les valoriser. C'est une médiation numérique, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'être un professionnel du cinéma ou de la rédaction web pour éditorialiser. La première forme d'éditorialisation, en fait, c'est la sélection. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie déjà de vos compétences. Et puis, l'avantage, c'est que ces sélections, elles permettent de travailler, certes, sur les collections, mais elles peuvent aussi permettre de travailler sous un angle thématique, donc en parcourant des fonds différents, des collections différentes, ce qui permet de travailler collectivement, d'une part, et collectivement de se familiariser avec les ressources, notamment les ressources en ligne, donc de se les approprier et de savoir ensuite les présenter au public. Et puis au final, ça permet évidemment ces valorisations, ça je ne vous apprends rien, de valoriser les ressources sélectionnées, de les mettre en avant de façon parfois originale,
et donc d'augmenter leur découvrabilité, c'est un mot que j'ai déjà utilisé, hein, c'est-à-dire que c'est la propension du public, des usagers, des usagères, à aller vers une ressource, vers une œuvre, vers un titre, vers laquelle ils ne seraient pas forcément allés a priori, mais qui découvrent par un autre biais. Ce que je disais, c'est que là-dessus, je vous apprends rien, mais j'en parle parce que il me semble que c'est une dimension vraiment cruciale pour des ressources plutôt confidentielles, comme le cinéma documentaire de création, que d'être mis en contact avec d'autres ressources pour gagner en visibilité, pour gagner en accessibilité auprès du public. Sur ces modes de valorisation numérique, vous avez déjà des ressources qui sont disponibles en ligne, hein. Vous avez notamment la Numothèque, donc la bibliothèque numérique de Grenoble-Alpes Métropole, qui fait des sélections thématiques, qui les met en avant sur le portail, qui sont faits peut-être par partie d'entre vous, par les bibliothécaires du réseau. Et ça permet de croiser des ressources très différentes de façon pertinente, de façon inventive et de contribuer à leur visibilité. Vous avez aussi le réseau des bibliothèques d'Orléans, par exemple, qui met en avant un film par mois sur son portail, parfois en le mettant en lien avec l'agenda culturel local. Donc, ça permet de faire des résonances et de permettre de découvrir des ressources de façon un peu détournée parfois. Donc, il y a des façons inventives et différentes de valoriser les ressources, même si on n'est pas forcément spécialiste des collections de cinéma documentaire. Et puis, une autre façon de valoriser les ressources, c'est la communication, hein, numérique. Euh, et il se trouve que les films, ce sont d'excellentes ressources sur lesquelles communiquer en ligne, parce que ce sont des ressources visuelles, tout simplement. Donc, en faisant évidemment attention à respecter le droit d'auteur, mettre en une de son portail ou dans une lettre d'information l'affiche d'un film ou une image d'un film qui vient de rentrer au catalogue, partager sur les réseaux sociaux la bande-annonce officielle d'une nouveauté au catalogue, c'est facile et c'est tout de suite attractif. Et en plus, sur les films, même sur les films documentaires, il est assez facile de trouver des ressources sur lesquelles s'appuyer pour communiquer, parce que les films, quand ils sortent, souvent les sociétés de production ou de distribution mettent à disposition des dossiers de presse dans lesquels il y a des informations, si on veut parler du film, et dans lesquels il y a des kits d'images, parfois même des courts extraits qui sont possibles d'exploiter pour la communication, voire des bandes annonces. Nous, ce sont des documents généralement qu'on ajoute dans la mesure du possible sur les plateformes, sur la plateforme, sur les fiches films, mais c'est des informations, c'est des documents qui sont possibles de trouver en ligne et qui sont vraiment des vrais outils, des vrais plus pour communiquer sur les films. Et puis, vous avez aussi sur le cinéma documentaire le site film-documentaire.fr, hein, qui recense tous les films documentaires possibles et imaginables, avec plein d'informations sur les films, sur les cinéastes, mais aussi sur l'actualité du documentaire, et qui est une vraie mine d'informations pour compléter vos informations ou pour nourrir votre propre communication en trouvant de nouveaux biais. Si je peux vous donner un exemple de nous, ce qu'on fait en termes de communication numérique, c'est que, alors on a une force de frappe évidemment qui est particulière, hein, au sein de la BPI et qui n'est pas forcément reproductible, mais on multiplie les canaux de communication pour essayer de toucher le plus de monde possible, à la fois des professionnels et à la fois les usagers et les usagères. Donc, on communique via une lettre d'information mensuelle, à laquelle je vous invite à vous abonner évidemment, via une page Facebook, via une page LinkedIn, via la une de notre plateforme aussi, qu'on met à jour toutes les semaines. Et on communique à la fois sur les nouveautés qui rentrent au catalogue, que ce soit des films individuels ou des collections. Parfois, on travaille sur des collections avec des partenaires. On communique sur les sélections thématiques, parce qu'on fait aussi des sélections thématiques sur la plateforme, qui sont parfois en lien avec l'actualité ou parfois pas. On communique aussi sur les films qui vont bientôt disparaître de la plateforme pour leur donner une nouvelle, une ultime vie, pour donner envie de les voir avant que ce soit plus possible. Et puis, on communique sur les événements qu'on coordonne, c'est-à-dire le prix du public Les Yeux d'Oc, une journée professionnelle annuelle, et puis aussi les événements auxquels on participe. Par exemple, on a communiqué sur cette matinée, on communique sur le mois du doc. Voilà, donc l'enjeu, c'est de communiquer auprès du plus large public possible sur le plus de choses possibles pour rendre ces ressources qui sont parfois confidentielles le plus visible possible. La valorisation
du cinéma documentaire, évidemment, elle se fait aussi dans les espaces avec tous les enjeux liés à la rematérialisation des collections numériques. Là, c'est pareil, hein, c'est des choses qui ne sont pas spécifiques au cinéma documentaire, donc je passe assez rapidement. La question des postes de consultation, est-ce qu'on met un poste dédié à la consultation du cinéma documentaire ou si on a plusieurs postes de consultation dans ces espaces, est-ce que la ressource est consultable sur l'ensemble des postes? Quelle signalétique on met sur les postes et autour des postes pour indiquer qu'on peut y visionner des films documentaires? Quelle signalétique on met pour indiquer qu'on peut s'inscrire, qu'on peut consulter les films depuis chez soi, si c'est le cas? Et puis, où est-ce qu'on la met autour des postes, au bureau d'accueil, à la sortie de la bibliothèque? Voilà, ça, ce sont des questions qui sont plus générales. Et puis, comment on rematérialise ces collections aussi. Alors, pour le cinéma documentaire, c'est en l'incluant dans des sélections bibliographiques, par exemple dans des petits livrets de sélection bibliographique, en l'incluant dans des valorisations. On peut fabriquer aussi des jaquettes de DVD à mettre dans des boîtiers, dans des espaces pour communiquer, par exemple, auprès des nouveautés. Nous, par exemple, pour le mois du doc et aussi pour le prix du public Les Yeux Doc, on met à disposition une jaquette chartée pour les événements par film de nos sélections. Comme ça, si les collègues qui participent à ces événements souhaitent mettre en avant ces films grâce à des boîtiers DVD, ils ont déjà une jaquette qui est prête et souvent qui est personnalisable pour indiquer un événement dans la bibliothèque ou une information spécifique à l'établissement. Et puis, justement, puisqu'on parle des événements, rematérialiser les collections, en fait, ça passe aussi par le fait de communiquer autour des événements, autour des médiations physiques qui sont faites autour de ces collections. Et ça, il me semble que c'est l'aspect le plus important et sur lequel je vais m'arrêter maintenant. Pardon, j'ai une mouche qui essaye de m'attaquer en même temps. Parce que la médiation, c'est une manière de valoriser les collections, de la faire connaître aux usagers et aux usagères. Mais quand on accompagne le visionnage de films documentaires, il se passe aussi d'autres choses pour les publics. La singularité des formes, des sujets, des points de vue, évidemment, ça permet de prendre du plaisir, de provoquer des émotions, mais ça permet aussi de faire un pas de côté, de prendre du recul sur le monde, sur l'actualité. Ça permet d'organiser une réflexion, ça permet de ne pas être dans la réaction. Si on organise aussi des débats, des ateliers autour de ces films, ça permet de prendre le temps de la discussion sur des images et sur des récits. Dans une époque où on est dans une surabondance d'informations et d'images, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et puis, ça, je pense que Christophe l'a bien évoqué dans la première partie de cette matinée. Le cinéma, c'est un vecteur de lien parce qu'en fait, c'est une expérience commune. C'est une mise en dialogue, même lors d'un visionnage individuel. En fait, il y a de la même façon que le film est toujours une rencontre entre un cinéaste et ses personnages, mais un visionnage, c'est toujours une rencontre entre une œuvre et son spectateur et sa spectatrice. Et encore plus lors de projections et d'ateliers, parce que là, il y a une expérience commune de cinéma qui se passe. Et donc, il y a une rencontre commune qui peut se faire entre le film et les publics. Et on sait à quel point les bibliothèques, elles ont un rôle crucial à tenir dans l'entretien et dans le développement du lien social. Donc, organiser des débats autour de ces moments d'expérience, de ces moments de mise en relation, c'est vraiment quelque chose qui est assez précieux. Et ça permet d'ouvrir le dialogue sur des sujets parfois difficiles, hein, comme je l'évoquais un peu plus haut. Et puis pour vous, en tant que professionnel, organiser des médiations, c'est surtout si vous avez des offres préconstituées comme la nôtre, c'est aussi un moyen de reprendre la main sur votre politique documentaire interne, hein. Là où voilà, une offre préconstituée, ça peut être un peu frustrant parfois de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en proposant des médiations autour de certains films plutôt que d'autres, vous choisissez à nouveau les ressources que vous mettez plus particulièrement à disposition de vos publics. Alors, dès lors, la question qui se pose, c'est à quel public on s'adresse hein, à travers ces médiations sur le cinéma documentaire, quel public on cherche à capter. J'ai déjà un peu anticipé parce que j'ai mis la slide en avant. On est sur un public qui, en fait, est a priori consommateur de documentaires, et ça, c'est important de le rappeler.
le public en général, les gens, consomment beaucoup de contenu documentaire sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Alors, il s'agit assez rarement de documentaires de création, hein, c'est clairement pas les mêmes gestes de fabrication, c'est plutôt des contenus qui sont très normés. Il n'en reste pas moins qu'il y a une vraie appétence pour les récits du réel. Et donc ça, c'est cette appétence-là pour les récits du réel qui est existante pardon, et que il faut capter, qu'il faut cultiver avec des films de qualité, avec des documentaires de création. Nous, effectivement, on se rend compte sur les yeux doc qu'on est implanté, par exemple, dans des médiathèques qui sont très, très diverses. On n'a pas un profil spécifique des publics ou des médiathèques hein, dans notre réseau. On a à peu près 2000 structures qui sont abonnées. C'est une centaine de réseaux de bibliothèques. Il y a des réseaux qui sont des réseaux très urbains. Hein. Un de nos premiers réseaux d'abonnés, c'est la ville de Paris. On a aussi Marseille, par exemple. On a aussi des réseaux qui sont à l'inverse très ruraux et qui sont très actifs, comme les Hautes-Alpes, dans le visionnage, dans les projections. On a des médiathèques qui sont implantées sur des territoires relativement privilégiés. On a des médiathèques qui sont implantées dans des territoires, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des territoires beaucoup plus populaires. On a des grandes médiathèques, des petites médiathèques évidemment, des réseaux et des bibliothèques isolées. On a des bibliothèques qui sont spécialisées aussi, hein, notamment des bibliothèques universitaires avec des départements cinéma, des bibliothèques d'écoles d'art et aussi des médiathèques qui sont beaucoup plus généralistes. Des bibliothèques qui ont des espaces de projection, d'autres pas. Donc tout ça permet de couvrir un public assez large. Voilà, tout ça pour dire qu'a priori, le public du cinéma documentaire est vaste en fait et qu'il est possible de capter un public très divers. Ceci étant dit, on se rend compte de ce qu'on peut constater nous et puis des remontées qu'on peut avoir qu'en projection, on est quand même sur un public relativement âgé, majoritairement retraité, plutôt féminin par ailleurs. Ce qui est une bonne chose en soi, hein, parce que on le disait, le cinéma est vecteur de lien, il peut être vecteur de lien pour celles et ceux qui sont plus en activité professionnelle. Et puis par ailleurs, c'est une sociologie du public qui peut être modulée en fonction des créneaux des séances. Hein. Il faut penser à réfléchir quand on fait une projection aux jours et aux horaires en fonction des publics qu'on veut attirer. Et puis, pour davantage de mixité des publics, on peut aussi jouer sur les espaces de projection. On a par exemple des collègues à la ville de Paris qui organisent leurs projections dans les salles de lecture quand elles sont ouvertes, justement parce qu'ils se sont dit que ce qu'ils avaient envie de faire, c'était de signaler l'événement et de faire venir du monde parmi les lecteurs et les lectrices du moment. Et ça marche plutôt bien. Donc, c'est un aspect qu'on peut garder en tête aussi. On n'est pas obligé de faire une projection complètement à part du reste des activités de la bibliothèque. Et puis après, il y a quelques leviers spécifiques hein, pour diversifier ces publics. Évidemment, l'enjeu du public scolaire est important, qui peut être abordé pas tant par une sélection particulière de films, mais plutôt justement en réfléchissant à des médiations adaptées au jeune public ou au public adolescent. Alors évidemment, quand on travaille avec des établissements scolaires ou qu'on essaye de faire venir des publics scolaires dans son établissement, il faut faire attention à ce que les sujets du film ne soient pas trop durs, à ce qu'il n'y ait pas d'images choquantes. Ça, c'est une chose. Mais surtout, les autres points d'intérêt, c'est surtout que les films ne requièrent pas trop de prérequis en termes de connaissances, notamment en termes d'actualité. Et puis que les récits, pour les publics plus jeunes, soient plutôt linéaires, que ce ne soit pas antéchronologique ou trop déconstruit, pour qu'ils puissent être compris par un public qui a parfois encore pas toutes les clés pour s'approprier des récits qui sont déconstruits, qui sont plus en forme de mosaïque, quoi. Je peux vous signaler que pour animer des séances jeunes publics avec des publics adolescents, il y a des fiches pratiques qui sont disponibles sur le site de la BPI à destination des professionnels qui vous donnent vraiment des clés très concrètes pour animer des séances avec ce type de public. Et puis, il y a des formations professionnelles hein, qui existent évidemment d'éducation à l'image pour ce type de public, notamment parce qu'il y a tout le dispositif école et cinéma qui existe. Il y a Images en bibliothèque qui propose des formations et puis il y a aussi l'Archipel des Lucioles qui en propose.
Et puis évidemment, dans le cadre d'une bibliothèque universitaire, avec un public étudiant, c'est des questions un peu différentes qui se posent, mais il est tout à fait possible de travailler avec les enseignants, les enseignantes, les chargés de cours qui travaillent avec les étudiants en cinéma. Et puis le deuxième levier pour diversifier son public, c'est l'enjeu de l'accessibilité. Alors nous, c'est un enjeu qu'on essaye de traiter sur la plateforme, pas assez, hein, mais auquel on travaille, puisqu'on a une quinzaine de films qui sont audio décrits et une quinzaine avec des sous-titres pour sourds et malentendants. Euh, Très concrètement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un public valide peut assister à des séances avec sous-titrage sourds et malentendants. Ça change assez peu son expérience de spectateur et de spectatrice et ça permet de mélanger les publics. Et concernant les séances audio décrites, alors il est tout à fait possible et encouragé d'organiser des séances audio décrites, mais il est aussi possible d'organiser, en tout cas sur les yeux doc, il y a 7 documentaires sur les yeux doc, où il est possible d'organiser des séances avec des films qui ne sont pas audio décrits, mais qui sont accessibles en audio description pour les personnes qui téléchargent l'application labavarde.fr, alors qui est une application d'audio-description qui n'est pas du tout restreinte aux yeux doc, hein, mais il se trouve qu'ils ont en partie travaillé sur certaines audio-descriptions et qui permet de connecter à un public malvoyant ou non-voyant, de connecter son audio-description à un film en cours. Et donc là aussi, ça permet de mélanger les publics tout en augmentant l'accessibilité des films à l'ensemble des publics, ce qui est aussi, rappelons-le, une des missions des bibliothèques, de rendre accessibles les documents à l'ensemble des publics. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que quand on se demande à quel public s'adresser, c'est qu'en fait, et quel public va aller voir les films, c'est que les visionnages en ligne sont largement influencés par les médiations qu'on peut faire physiquement. Nous, on s'en rend compte alors sur des médiations numériques, c'est-à-dire que on voit que les films qu'on met en une, qu'on remet en une, qu'on met dans des sélections, en fait, ils bénéficient toujours d'un regain d'intérêt. Ils sont à nouveau vus, même si ce ne sont pas des nouveautés. On s'en rend compte pendant le prix du public, qui est une manifestation qui est portée principalement sur les projections. Mais pendant la durée du prix, il y a 30% d'augmentation des visionnages au global sur la plateforme, qui est portée par le visionnage des films sélectionnés pour le prix. Donc, on peut dire voilà, que l'intérêt des usagers et des usagères pour les films, il est alimenté par la manière dont vous pouvez les accompagner par ailleurs dans les espaces. Et alors, donc, de quelle manière les accompagner il est possible de proposer des ateliers ponctuels, par exemple des ateliers pour découvrir les offres auxquelles vous êtes inscrit, pour que le public puisse les approprier. Mais une des clés pour fidéliser le public, c'est plutôt la régularité. Alors, ça peut être proposé tout simplement à un ciné-club, hein, une fois par mois, à horaire fixe, une projection, qu'elle soit suivie d'un débat ou non. Nous, à la BPI, par exemple, on propose une projection hebdomadaire des films tous les vendredis midi, et on se rend compte que du fait de cette régularité, on a un noyau de 10-15 personnes qui sont là quasiment chaque semaine, en plus des personnes qui viennent de façon plus occasionnelle. On construit nos programmations par grand cycle de 10 à 12 séances, des programmations thématiques. Et puis, on présente chaque séance. On ne fait pas de débat après, forcément. En revanche, on présente chaque séance. Ça permet de présenter la plateforme, de dire où on peut visionner les films du catalogue à la BPI, mais aussi dans d'autres bibliothèques environnantes. Donc, on présente les bibliothèques de la ville de Paris, les bibliothèques d'Est Ensemble, qui est le réseau de proches banlieues à l'est de Paris. Et puis, on présente évidemment en quoi le film s'inscrit dans notre programmation et on donne quelques clés d'information et d'analyse autour du film. Mais voilà, on voit vraiment que ça permet de fidéliser un public. Avoir des rendez-vous réguliers, c'est aussi utile pour vous en tant que professionnel parce que ça vous permet d'avoir des rendez-vous comme le mois du doc, typiquement les sentiers du doc en Ardèche ou le prix du public Les Yeux Doc pour les personnes, les établissements qui sont abonnés à l'offre. Le fait d'avoir ces rendez-vous annuels, de s'inscrire dans ce cadre préétabli, bah, ça va vous permettre d'anticiper votre programmation, de caler vos dates dans l'agenda culturel du territoire, de prévoir vos budgets, de formuler en amont vos demandes aux tutelles. Ça, c'est pareil, hein, c'est des choses qui ne sont pas propres évidemment au cinéma documentaire. D'organiser la disponibilité des personnes qui vont coordonner les événements dans les établissements.
Donc, la régularité, ça permet aussi de mobiliser en interne, puis d'être moins isolé pour porter une médiation. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas du cinéma documentaire, où les projections demandent toujours un minimum de préparation technique et d'installation quand on organise une projection. Euh, un autre levier pour faire vivre une collection de films documentaires, c'est de s'inscrire dans l'agenda culturel de votre territoire. C'est pas non plus propre au documentaire, mais ça marche très bien avec le cinéma documentaire. Ça peut être proposer des films dont les sujets sont en lien avec l'actualité locale, hein, pour susciter la curiosité du public, pour pouvoir en discuter aussi, vous, en tant que membre de la communauté locale, assez facilement avec les usagers et les usagères, donc communiquer facilement autour de ces initiatives. Et puis, ça permet aussi d'informer sur des initiatives locales, d'informer sur le tissu associatif local, de faire connaître des structures. Par exemple, pour le prix du public Les Yeux d'Oc 2025, on avait un des films qui était sélectionné, qui était Shaila, de Paul Piritano et Clara Tepper, qui est le portrait d'une jeune femme qui est victime de violences conjugales. Et ben, dans un des établissements qui projetait le film, après la séance, pour animer le débat, il y a un gendarme de la maison locale de protection des familles qui est venu. Donc, ça permettait de parler du sujet, mais aussi de faire connaître une structure locale très importante. Il y a un autre film qui est L'énergie positive des dieux de Laetitia Müller, qui est le portrait d'un groupe de rock à stéréotypie, qui est constitué par des personnes qui se sont rencontrées dans un IME, qui ont des troubles du spectre autistique. Dans un établissement, il y a des animateurs, des animatrices d'un IME du département qui sont venus présenter leur propre travail avec des personnes autistes. Voilà, ça, c'est des exemples. Et puis, profiter du tissu local, c'est aussi parfois profiter des films qui proviennent de votre territoire. Et je vous ai mis pour ça sur la présentation une plateforme qui recense les cinémathèques et les centres d'archives locaux auxquels vous pouvez vous référer pour trouver des films régionaux. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en commun, évidemment, ses moyens et ses idées. Ça peut être partager des frais au sein d'un même réseau pour faire venir un intervenant dans plusieurs bibliothèques. Ça peut être aussi travailler à des idées en commun. Nous, on travaille beaucoup de façon participative, hein, sur le prix du public. On demande au réseau de nous suggérer des films, on leur demande d'écrire des avis sur les films. C'est les bibliothécaires qui sélectionnent les 3 films qui vont projeter parmi une présélection. Et ensuite, c'est le public qui vote pour son film préféré. Donc, ça permet de mettre en commun ces idées. Et ça permet aussi, à l'inverse, pour les personnes qui font partie du réseau et qui participent aux manifestations, d'être un peu délestées d'une responsabilité, parce qu'en fait, tout ça est une initiative commune et donc qui n'est pas le seul fait d'une personne au sein d'un seul établissement. Et puis, ça permet aussi de mettre en commun des outils et des supports. Alors, je vais passer vite, mais nous, donc, ce que je vous disais, par exemple, on propose des jaquettes, dont je vous mets un exemple ici. On s'est aussi inspiré d'un support créé par Cinéma 93 pour créer des jeux de cartes qui permettent de donner des idées pour animer des débats, par exemple, et qui sont largement déclinables sur plein de films nous, on le fait pour le mois du doc et pour le prix du public, mais c'est largement déclinable. Et puis, profiter des supports et des documents des autres, c'est aussi aller consulter les fiches pratiques, par exemple, qu'on peut avoir. Je vous en ai parlé sur le site de la BPI pour les professionnels. Ça, par exemple, c'est une fiche pratique pour faire un atelier qui a été fait par des collègues de la ville de Paris. Nous, donc, on fait une journée professionnelle annuelle qui est vraiment là aussi pour discuter des pratiques, pour dédramatiser le cinéma documentaire en bibliothèque et puis pour présenter justement des initiatives, des ateliers pour se donner des bonnes idées, mettre en commun des connaissances et des compétences. Et puis, évidemment, c'est possible de travailler avec des structures spécialisées, que ce soit les opérateurs publics départementaux, communaux, des associations d'éducation à l'image, d'éducation populaire plus largement. Et puis de se former, évidemment, il y a des formations onéreuses qui existent aussi. Et puis, dernière chose, c'est pour... Hop, je vais passer plus rapidement que ça, mais surtout, pour faire des médiations sur le cinéma documentaire, il faut rester inventif, c'est-à-dire qu'il faut
à la fois savoir respecter l'œuvre, mais aussi la désacraliser, c'est-à-dire qu'on peut considérer le film comme un matériau comme un autre, ne pas vouloir à tout prix travailler sur un film entier, mais parfois seulement sur des extraits ou seulement sur des images. Il faut s'autoriser des choses, en fait, sur le film, sur le cinéma. Penser qu'on peut proposer des ateliers qui ne nécessitent pas forcément de budget. Ça peut être des ateliers pour apprendre à recueillir la parole de quelqu'un, par exemple, qui est une démarche documentaire, apprendre à écrire un récit biographique, faire un repérage dans son environnement immédiat, cadrer avec son téléphone. Voilà, donc ça peut être des ateliers qui vraiment ne nécessitent pas de matériel, pas de moyens. Et ça peut être aussi des ateliers qui n'ont rien à voir presque avec les films. C'est-à-dire que le cinéma documentaire, ça peut aussi être un réservoir pour amener vers d'autres pratiques et pour leur donner du sens. Alors, c'était les exemples que je voulais vous donner, je vais aller très vite, mais c'est possible. Nous, à partir des films là, qu'on propose pour le prix du public, là, c'est sur le film Suzanne, jour après jour, on peut proposer des ateliers autour de la constitution d'une grainothèque, de plantation, d'herbiers, de dessins de plantes, qui permettent donc de parler de modèles de consommation, d'autosuffisance. On a un autre film qui est fait en papier découpé et en tissu. Ben, on peut faire des ateliers tout simplement de création avec du papier découpé ou des ateliers de couture et se demander qu'est-ce qu'on peut raconter par ce biais-là. Et puis, on a un film aussi qui s'appelle Christos, le dernier enfant, qui raconte la scolarité un peu particulière d'un enfant grec. Bah, c'est possible de réfléchir à mettre en place des échanges avec des établissements scolaires à l'étranger ou sur d'autres territoires à partir de ce film. Voilà, tout ça pour dire que le film, ça peut aussi être un support, ça peut aussi être un catalyseur pour emmener vers d'autres pratiques et vers d'autres échanges, et que pour autant, il n'en perdra pas sa qualité d'œuvre et qu'il saura toujours toucher le public, il saura toujours émouvoir et qu'il saura toujours faire réfléchir le public à partir de ce qu'il est en propre. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai parlé très vite à la fin, mais je vous écoute pour vos questions. Merci Marion pour votre intervention très riche. Il y a effectivement beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous les voyez dans le chat, Je ne mais je les ai pas remonte un regardées peu pour le le moment. fil. Alors, des questions très pratiques sur quelle est la part, le pourcentage de courts-métrages dans le catalogue des yeux doc. Et une collègue renchérissait en disant qu'effectivement, elle les avait utilisés pour une animation, donc elle était très intéressée pour savoir s'il y en aurait plus. Je suis pas capable de répondre à cette question. Marina, on aura peut-être une idée un peu plus précise. On n'en a pas énormément des courts-métrages. Après, on peut regarder, on a notamment une collection qui est faite en partenariat avec le GREC, pardon, donc le groupement de recherche et d'expérimentation cinématographique, qui est un groupement qui encourage, qui favorise la production justement de premiers courts-métrages documentaires. Et donc, dans ce cadre-là, on en a une quinzaine, je dirais, de documentaires dans cette collection. Donc, c'est une portion assez congrue. Et c'est vrai que ça peut être utile pour des ateliers, les documentaires. En revanche, on sait que c'est parfois un peu plus difficile à programmer en séance parce que ça veut dire que il faut soit faire une séance avec deux films, donc il faut réussir à les mettre en relation, ou sinon ça peut faire des séances un peu courtes. Enfin voilà, on sait que ça peut être un peu plus difficile en termes de programmation. Et on n'en retient pas tant que ça, mais ne serait-ce que pour des questions de qualité parfois dans nos labellisations. Donc, pour ce cas précis, ils avaient été utilisés dans une séance à destination de personnes en apprentissage du français. Oui, bah c'est tout à fait, oui, c'est des excellents supports pour ça, Mm. effectivement. Alors, une question par rapport au prix Les Yeux d'Oc qui aura lieu à cheval avec la fête du court-métrage. Ok, proposer une consultation sur place. Et donc, la personne se demande si vaut-il mieux faire des consultations sur place ou une projection type marathon de visionnage. Alors, marathon, je ne sais pas, mais les deux sont possibles. Pour le prix du public, les yeux d'oc, en fait, la seule condition pour participer au prix, c'est bon, évidemment d'être abonné à la plateforme, hein, mais c'est de valoriser les trois films qui sont sélectionnés par les bibliothécaires de façon équitable. Donc, ça peut être, on n'est pas obligé de les projeter. Il faut simplement les mettre à disposition de façon équitable dans les espaces, les valoriser en mettant des affiches, en les mettant en une du portail de la bibliothèque. Et ça peut être aussi projeter un seul des films, mais valoriser les autres d'une autre manière dans les espaces.
Et ça peut aussi être, par exemple, s'il y a plusieurs établissements d'un même réseau qui participent, se répartir les projections. Une autre collègue voudrait Et oui, savoir. pardon. Et je Pardon. complète juste sur cette histoire d'agenda. On en a parlé longuement. Donc moi, je suis arrivée sur ce poste cette année. Donc c'était mon premier bilan du prix du public en mai. Et la question des dates du prix, on en a parlé longuement en bilan, hein, avec les personnes qui ont participé. On sait que le mois de mars, c'est un mois qui est très riche en événements culturels. On s'est posé la question de savoir si il fallait mieux décaler le prix, parce qu'il y a aussi le Printemps des Poètes, par exemple, au même moment. Et en fait, la conclusion, c'était que non, ça restait le meilleur moment de l'année pour proposer le prix. Donc voilà, on est conscient de la densité de l'agenda culturel à ce moment-là, mais on a conclu que ça restait le moment le plus adéquat, notamment parce qu'il est un peu à distance du mois du doc. Donc ça permet d'avoir 2 moments de valorisation du cinéma documentaire dans l'année. Une autre question concerne la solution technique pour intégrer le catalogue Les Yeux Doc au SIGB. Bah ça, une fois qu'on est abonné, en fait, c'est un choix qu'on à faire auprès d'Arte. Et c'est eux qui mettent à disposition les connecteurs pour que nos données soient moissonnées et intégrées directement au portail. Donc, je ne saurais pas vous expliquer exactement techniquement comment c'est fait, mais c'est un choix qui est à faire au moment où l'abonnement est pris. Oui, je dis avec Arte parce que c'est Arte qui s'occupe de la gestion commerciale et de la gestion technique de la plateforme Les Yeux Doc. Nous, on s'occupe de tout l'éditorial et de toutes les médiations. Mais voilà, donc je peux vous donner de toute façon, si vous souhaitez avoir plus d'informations, les contacts des personnes chez Arte. Mais c'est auprès d'eux qu'il faut voir pour ce type de solution. Quelles sont les aides possibles d'accompagnement alors là, sur les films sélectionnés? Bah alors, si c'est en termes de... Nous, on ne fournit pas d'aide financière, hein, pour l'accompagnement des films. En revanche, bah, ce qu'on fait, c'est que déjà sur la plateforme, ce que je vous disais, c'est que le plus possible, on a des fiches analytiques, on a des dossiers de presse qui permettent aussi d'avoir des contacts des sociétés de production, de distribution pour chercher des contacts, par exemple, si on veut que le cinéaste accompagne ce film. On peut aussi nous mettre en relation les établissements avec des cinéastes si certains établissements veulent faire venir des cinéastes pour accompagner les films. Et puis, on peut aussi tout simplement discuter, hein, parce qu'on peut avoir des idées, nous, d'intervenants, d'intervenantes, si quelqu'un est à court d'idées. Et puis, pour le prix du public, pour le mois du film documentaire, on met plus particulièrement à disposition des supports de communication et puis des petits outils de médiation, ce que j'ai montré donc, avec les cartes. On organise des rencontres pour le prix du public entre les cinéastes sélectionnés et les bibliothécaires participants pour qu'ils puissent poser leurs questions pour préparer les séances. Voilà, et en termes de communication, on met à disposition des affiches, ce genre de choses aussi. Donc c'est plus l'accompagnement, il se fait plutôt pour nous dans le dialogue et dans la mise à disposition d'outils. Donc ensuite, plusieurs questions qui revenaient sur comment organiser. Alors, il y avait d'une part des séances de projection dans de bonnes conditions et une autre question un peu dans le même type de comment organiser des postes de consultation sur place, euh, voilà, qui soient attractifs pour les usagers. Bah, c'est des questions qui sont très, très, très variables en fonction des établissements et des moyens des établissements. Et je vous disais, en plus, je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse préétablie. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des collègues de la ville de Paris qui font des projections dans leurs espaces. Euh, Parce qu'en fait, parfois, il peut y avoir des partis pris un peu étonnants à la base, où on se dit qu'une projection, normalement, ça devrait être quand même dans un endroit un peu fermé et un peu obscur, et qu'eux font le pari inverse, de se dire, bah, on va les mettre au milieu des autres usagers et usagères pour les faire venir. Euh, Franchement, moi, j'aurais tendance à dire, bon, déjà, je ne suis pas technicienne de projection, j'aurais tendance à dire que le plus important, c'est de faire venir le public et que, alors évidemment, il vaut mieux avoir des sièges et un écran d'une taille raisonnable, euh, mais que une fois que le public est là, en fait, il va regarder le film et qu'il y a des projections qui sont organisées dans des conditions tellement différentes au sein du réseau en fonction de. Enfin, parfois, c'est des points de lecture qui sont très ruraux et c'est des toutes petites salles. Enfin voilà, j'ai pas de. Ce que je peux dire en revanche, c'est que nous, ce qu'on met à disposition de tout un chacun, c'est un lecteur
pour télécharger les films, pour qu'il n'y ait aucune dépendance à la connexion Internet. Parce que ça, évidemment, c'est le principal problème qui peut surgir. Et puis, la seule chose à faire, c'est de faire des tests techniques en amont pour qu'il n'y ait pas de problème le jour de la projection. Et je pense qu'il devrait être la dernière question, sauf si d'autres arrivent sur le chat, mais là on arrive sur le bout de l'horaire. C'était concernant les films destinés au jeune public. La collègue avait l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et elle voulait savoir si c'était la réalité ou si en fait Alors, il y en avait. oui, alors c'est surtout ils sont pas tout à fait signalés sur notre plateforme. On n'a pas les moyens actuellement de signaler des films jeunes publics. On a des sélections en revanche, qui sont signalées comme telles, dont certaines qui sont relativement récentes, qu'on a faites expressément pour du jeune public, pour sensibiliser à des formes documentaires, par exemple. Après, ça dépend une fois de plus de l'âge du public. Mais ce que je disais, c'est que en fait, on a parfois des a priori et que il y a beaucoup de films qui peuvent être montrés à du public et à du jeune public. Alors, jeune public, voilà, s'entend, hein. Moi, je parle quand même plutôt on va dire du secondaire. Le public primaire, c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de nous poser la question et on sera généralement de bons conseils. Mais à partir du collège, on peut montrer pas mal de films, pas mal de sujets, même parfois difficiles. Et la question, c'est plutôt comment on les accompagne. Il faut vraiment je pense qu'il faut vraiment se mettre ça en tête et que c'est parce qu'on peut avoir des appréhensions et qui viennent, voilà, à mon avis, qui ne sont pas situées au bon endroit. Et Non. on ne peut pas interroger véritablement avec ce critère de recherche par public. Non, malheureusement, non, on n'est Ah, pas en mesure voilà. de le faire sur la plateforme. C'est une limite de la plateforme. C'est pour ça que vous pouvez regarder en revanche du côté de nos sélections, parce qu'on essaye de pallier à ce problème-là en proposant des sélections qui, dans leur titre, indiquent jeune public. Donc, vous retrouverez, si vous cherchez dans la barre de recherche jeune public, normalement, vous retrouverez quand même les sélections que nous, on peut proposer. Et Si je peux me permettre, je sais pas si vous m'entendez. C'est Marina, la collègue de Marion. Vous m'entendez? oui, Oui, oui. Ok, très bien. En fait, je rebondis juste là sur ce qui vient d'être dit parce qu'en fait, on a mis en place 3 collections jeunes publics. J'ai aussi fait quelques remarques sur les courts-métrages dans le chat que vous pouvez aller voir. En fait, je vous conseille en gros d'aller dans les collections. C'est un endroit où on éditorialise beaucoup de choses. On a par exemple pour le court-métrage animé dans la collection documentaire animé qui sont assez utiles pour mettre en place des séances justement avec des publics qui ne sont pas forcément initiés au documentaire. Ça peut être une première entrée dans un monde documentaire et se poser aussi la question qu'est-ce que la forme documentaire? Est-ce que ces films animés sont des documentaires? Puisqu'en fait, on est vraiment sur des formes toutes particulières. On a beaucoup de collections, comme l'a précisé Marion, des collections partenaires, notamment l'Opéra de Paris ou le Grec, qui vous permettront aussi de trouver du court-métrage. Et aussi, vous pouvez monter des ateliers de programmation avec des élèves ou des groupes que vous pouvez faire venir avec, par exemple, des centres sociaux et inviter des personnes à regarder des films et à les présenter ensuite à la bibliothèque, à d'autres publics. Ça marche super bien. En tout cas, nous, on a fait des cartes blanches avec des étudiants qui ont bien fonctionné sur le sujet. Et enfin, du coup, sur la question des collections jeunes publics, on a mis en avant dans les collections, toujours, j'ai mis des liens, des films accessibles à partir du primaire, à partir du secondaire, donc collège, puis lycée. Donc ça, c'est des décisions qu'on a fait nous, en fait, de manière éditoriale, puisque, en fait, personnellement, moi, j'ai travaillé dans le monde de l'éducation à l'image sur école et collège au cinéma. Donc, en fait, c'est des films qui ne sont pas fléchés pour le jeune public, mais qui peuvent être accessibles au jeune public, effectivement, moyennant une médiation autour des films. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous vous demandez pourquoi on a mis ces films-là dans les listes. On s'est posé des questions de résolution des sujets, de rapport aussi au monde, et aussi, évidemment, on a pris des films qui sont d'une énonciation suffisamment simple pour être compris à à partir d'âge où on n'a pas forcément encore beaucoup d'usage du cinéma. Voilà, donc on peut tout à fait répondre sur ces sujets-là et on a aussi des fiches pratiques pour le jeune public qui sont accessibles sur BPI Pro. Donc Marion pourra peut-être l'envoyer à la suite de cette séance. Voilà, pour l'incise. Merci. Eh bien, est-ce qu'on conclut, Marie-Madeleine?
Il n'y a pas d'autres Si, il y a d'autres remarques. questions et d'autres remarques, mais Oui, voilà, vous Si donc, les... jamais il y a d'autres questions qui se Voilà. posent de notre côté, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages. Ça sera, si c'est plutôt effectivement sur les événements, les médiations, ce sera sans doute moi qui vous répondrai. Si c'est plutôt sur les sélections, les collections, ce sera plutôt Marina. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci de votre... merci à tous et merci surtout à Marion et à Christophe de votre intervention. c'est bon, tout le monde remercie et voilà, Merci pour à la vous. qualité de vos interventions. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci.